La session plénière du Conseil national de transition de ce jeudi 4 décembre a porté sur l'examen de la première partie du projet de loi de finances 2026. Les membres du CNT ont débattu des prévisions de recettes et des dépenses de l'État. Hier, le Mali a célébré la Journée internationale des personnes handicapées, un moment pour rappeler l'importance de l'inclusion et faire le point sur les progrès réalisés. Pour en parler ce soir, nous recevons Madame Kadi Bari Diara, présidente de l'Association des personnes de petite taille. Nadia Sabé, comédienne, animatrice télé, créatrice de contenu, s'est éteinte ce mercredi 3 décembre 2025 à Abidjan des suites d'un cancer du sein qu'elle combattait depuis 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Nous célébrions hier la Journée internationale des personnes handicapées, une date qui rappelle chaque année l'importance de l'inclusion, de l'égalité des chances et du respect de la dignité humaine. Au Mali, plusieurs initiatives ont été menées, notamment par les autorités de la transition et les organisations spécialisées pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Pour en parler, nous recevons ce soir Mme Kadi Bari Diara, membre du CNT, non moins présidente de l'Association des personnes de petite taille. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Madame la Présidente, à l'occasion de cette journée, justement, quel regard portez-vous sur l'évolution de la condition des personnes vivant avec handicap au Mali? Et merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Et merci à vous, merci au directeur de la télé et à tout le monde. Moi, je suis honorable Diara Bari Kadiatou et je suis membre du Conseil national de transition, mais je suis la vice-présidente de la commission santé, du développement social et de la solidarité, mais je suis la présidente aussi des personnes de petite taille du Mali et de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis aussi la vice-présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées, chargée de l'emploi et de la formation professionnelle. Et en plus, je suis la vice-présidente de Handisport, les personnes vivant avec handicap qui appliquent le sport. Un bel parcours. Alors, dites-nous maintenant, quel est votre regard sur l'évolution des conditions des personnes en situation de handicap? Et je peux dire que c'est un regard positif. Voilà, donc avec nos plus hautes autorités de la transition, vraiment c'est un regard très très remarquable et très évolutif parce que déjà il y a 4 membres qui ont été nommés. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis la venue de la transition et de nos plus hautes autorités à travers le patriote et son leadership, et le général, son excellence, général d'armée Assimi Goïta, et les personnes de petite taille, les personnes handicapées sont en train comment dirais-je, ils ont eu beaucoup de progrès, et donc avec son leadership et qui a toujours dit que chacun compte. Donc il y a déjà 4 personnes handicapées qui sont au Conseil national de transition et donc c'est une très grande évolution. Vous l'avez dit, hein, le président de la transition, toutes les autorités et des initiatives ont été lancées par eux hier. Alors, quels sont réellement les impacts de ces actions sur la vie des personnes en situation d'handicap? Et les impacts sont entre autres la représentation des personnes handicapées au Conseil national de transition. Il y a eu aussi la ratification par le Mali du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des personnes vivant avec handicap. Et il y a aussi le recrutement des personnes vivant avec handicap dans les établissements publics et administratifs. La mise en place d'un fonds auto-renouvelable au niveau de Orabank à travers l'AMP pour le financement des AGR et des autres initiatives d'auto-emploi pour les personnes vivant avec handicap. Et il y a l'application progressive aussi de la Convention internationale
relatives aux droits des personnes vivant avec handicap. Il y a l'application du taux de 15% conformément au décret d'application de la loi numéro 2018-027 pour le recrutement des personnes vivant avec handicap dans la fonction publique. Et tout le mois de décembre aussi est consacré à la célébration du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées dans tout le Mali, dans les régions, voilà, pour célébrer vraiment les acquis et la promotion et la défense des droits des personnes vivant avec handicap. Alors, on en vient aux activités réalisées dans le cadre de la journée du 3 décembre, justement. Hier, qu'est-ce que vous avez eu à faire comme activité? On a commencé la journée par la remise des vivres, des vivres et des non-vivres aux personnes vivant avec handicap à travers les œuvres sociales de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et après aussi, nous avons organisé une journée culturelle. Comme vous le savez, déjà l'année 2025 a été décrétée par l'année de la culture. Donc, il y a des personnes handicapées qui sont très, très évoluées dans les arts et de la culture. Donc, il y avait beaucoup de talents. Il y avait beaucoup de personnes handicapées qui étaient là, qui ont montré leur talent, et même devant le ministre de la Culture. Voilà, donc nous avons fait beaucoup d'activités culturelles. Alors, pardon. Oui. Voilà. Pour 2026, quelles sont les projections? Les projections à venir, c'est toujours augmenter l'emploi, l'auto-emploi des personnes vivant avec handicap. Nous comptons ouvrir un centre multifonctionnel parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance pour partir à l'école, comme moi, comme d'autres personnes type handicap. Donc, nous allons faire, Inch'Allah, dans l'année 2025, va ouvrir un centre multifonctionnel pour les personnes vivant avec handicap qui vont travailler dans ces centres, qui ont fait d'autres formations en agroalimentaire, en coupe et couture et sur d'autres emplois. Okay. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Diarra. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, ce journal se poursuit et donc nous allons parler de la session plénière du Conseil national de transition tenue ce jeudi 4 décembre 2025 qui a réuni les parlementaires pour examiner la première partie du projet de loi de finances 2026. Les membres du CNT ont concentré leur débat sur les prévisions de recettes et de dépenses de l'année, révélant un déficit important à combler. Ibrahim Babi y était pour terme. La session plénière du Conseil national de transition qui s'est tenue ce jeudi 4 décembre 2025 fut consacrée à l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les travaux ont été dominés par l'analyse des prévisions budgétaires qui annoncent des recettes de 3 057 792 044 000 francs CFA contre des dépenses estimées à 3 578 216 683 000 francs CFA. Pour l'exercice 2026, nous avons une prévision de recettes budgétaires de l'État de 3 057 792 44 000 francs CFA contre des dépenses budgétaires évaluées à 3 578 216 683 000 francs CFA. Le rapprochement de ces deux agrégats fait ressortir un solde budgétaire négatif de 520 424 639 000 francs CFA. Ce déséquilibre met en évidence un déficit que l'autorité financière est désormais habilitée par la loi adoptée à combler par tous les moyens conformes aux dispositions en vigueur.
Le cadre budgétaire présenté s'inscrit dans les objectifs définis pour 2026, fondés sur les perspectives macroéconomiques, les engagements du gouvernement et les priorités contenues dans le plan d'action gouvernemental 2025-2026. Il s'aligne également sur la vision nationale Malikura Nyetasira Kab 2063 MA, ainsi que sur la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, assurant une cohérence avec les orientations de long terme fixées pour le pays. Je disais que le déficit il est maîtrisé à 2,2% du PIB. La dette, elle est soutenable à 43% du PIB. Et l'inflation aussi est contenue à 2,5%. Parce que les normes données par l'UEMOA ne sont pas du tout atteintes pour ces choses-là. Ce qui nous fait dire que ce budget est vraiment un budget souverain qui va nous permettre d'amorcer la croissance de l'économie tant attendue et les choses iront pour le mieux. La première partie du projet de loi a été adoptée à l'unanimité par les membres du CNT qui se préparent déjà pour la deuxième partie prévue pour le lundi 8 décembre. En économie, une nouvelle étape vient d'être franchie pour renforcer l'attractivité dans le domaine au Mali. L'Agence pour la promotion des investissements a procédé ce jeudi au lancement de la carte de l'investissement orientée vers les objectifs de développement durable. Une initiative qui vise à mieux guider les investisseurs et valoriser les opportunités du pays. Moussa Traoré. Ce jeudi 4 décembre, l'API a dévoilé sa nouvelle carte de l'investissement orienté vers les ODD, un outil stratégique qui présente secteur par secteur les zones à fort potentiel économique en tenant compte des besoins réels de développement durable. Le document met en avant les secteurs porteurs, les zones à forte croissance ainsi que les potentialités disponibles dans les différentes régions. Pour l'agence, cette carte doit surtout simplifier l'accès à l'information économique et accompagner les porteurs de projets. La carte des investisseurs que nous avons appelée la carte des opportunités d'investissement pour le Mali, COP Mali, est un outil numérique qui rend disponibles toutes les informations utiles pour les investisseurs. Qu'il s'agisse des chiffres, des données, des priorités du Mali, des projets structurants et des opportunités par zone géographique de notre pays, de Kay à Kidal. Toutes ces informations sont centralisées sur une plateforme numérique unique à la disposition de l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient étrangers ou locaux. Et pour nous, c'est une de nos contributions pour la mise en œuvre de la vision Malikura Nyetasira qu'Aben Samba Flani Bioro Anisabo. Pour le département de l'industrie, il s'agit de mettre sur cet instrument moderne, conçu pour renforcer la transparence, attirer davantage d'investissements et soutenir les chaînes de valeur locales. En effet, la carte des investissements orientée vers les objectifs de développement durable et l'outil national de cartographie des investissements développé par l'API Mali vise à donner des informations claires et précises sur les opportunités d'investissement dans notre pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Mali est engagé depuis quelques années dans un processus de reconstruction et de refondation profonde sous l'impulsion de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de bâtir une économie plus robuste, plus inclusive, plus résiliente et plus compétitive. Le document est désormais accessible et sera mis à jour régulièrement afin d'offrir une vision claire et évolutive du potentiel économique national. Elle était devenue le visage du courage et de la résilience pour beaucoup de femmes touchées par le cancer du sein. L'Ivoirienne Nadia Sabé s'est éteinte ce mercredi 3 décembre 2025 au terme d'un long et admirable combat contre la maladie. Assetoumani Koulibaly pour le récit. Le cancer de sein ne touche pas que nos mamans, que nos grandes-mères. Je suis jeune et comme vous le voyez, j'ai été atteinte de cette maladie-là. Faites-vous dépister tôt les filles. C'est en février 2024 que Nadia Sabé découvre son cancer du sein. Dès cet instant, sa devise est devenue « Vivre chaque jour comme le dernier ». Pour cette Ivoirienne, la force de se battre puisait dans l'amour, celui qu'elle recevait et partageait avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Son parcours est rapidement devenu une source de courage et d'inspiration quotidienne.
Son décès, survenu ce mercredi 3 décembre, a provoqué une vive émotion. Kadiatou Kanté, présidente des combattants du cancer du sein au Mali, a tenu à rappeler le message de résilience qu'elle laisse, celui de ne jamais renoncer. C'est une jeune que j'ai connue au mois d'octobre. Vraiment, c'est avec beaucoup de courage que je la voyais. Elle sensibilisait les gens, elle était joyeuse, avec son mari, accompagnée par son mari, ce qui est très important. Donc vraiment, c'est un couple que j'ai apprécié tout de suite. Je dis à la famille de Nadia, courage, votre fille a été très brave et elle s'est battue jusqu'au bout avec son mari. Nadia n'était pas une simple actrice, comédienne ou animatrice. Elle était un modèle, particulièrement pour les personnes atteintes du cancer du sein. Elle a réussi à démystifier la peur qui entourait la maladie, rappelant sans cesse l'importance du dépistage. Son sourire, son humour, sa joie de vivre et sa détermination ont marqué les esprits. Depuis février 2024, donc même pas un an, elle s'est battue, corps et âme. Elle a brisé tous les tabous pour essayer dignement du mieux qu'elle peut. L'expérience de Nadia, même si c'est une expérience qui a été vaincue, peut dire que le message, la démystification, le tabou qui a été brisé restera à jamais. Sur le plan personnel, c'était l'épouse du chanteur ivoirien Ariel Chéné. À travers les vidéos partagées avec son mari, elle illustrait l'apport fondamental du partenaire dans la lutte quotidienne contre la maladie. Bien qu'elle ne soit plus, Nadia Sabé laisse derrière elle un appel puissant, celui de ne jamais abandonner et de se battre jusqu'au bout. Absolument. Direction le Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la contestation estudiantine a viré à l'affrontement. 16 étudiants et 4 policiers ont été blessés lors de violents heurts liés au non-paiement des bourses depuis plus d'un an. Abdoulaziz Aïdara. Au Sénégal, la situation reste tendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où de violents affrontements opposent depuis ce lundi 1er décembre les étudiants aux forces de l'ordre. Les derniers bilans fait état d'au moins 16 étudiants blessés, dont 6 grièvement, tandis que 4 policiers ont été évacués après avoir été touchés lors des heurts. À l'origine de cette colère étudiante, 13 mois de non-paiement des bourses des étudiants inscrits en master, un retard qui a ravivé la tension sur les campus. Les affrontements se sont intensifiés ce mardi 2 décembre sur plusieurs points stratégiques de l'université et de ses environs. Les scènes de violence se sont multipliées, jets de pierres et de gaz lacrymogènes. Le campus est devenu le théâtre des affrontements ayant causé d'importants dégâts matériels, dont des véhicules endommagés et certains locaux universitaires affectés. Face à la montée des tensions, la direction de l'université a demandé l'intervention des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Alors que les étudiants poursuivent leurs jets de projectiles, les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes pour disperser les groupes les plus déterminés. La situation reste sous haute surveillance alors que les étudiants exigent toujours le règlement de leurs bourses et menacent de poursuivre leur mobilisation. Actualité à l'international toujours, le président américain Donald Trump a reçu ce jeudi 4 décembre à Washington ses homologues congolais et rwandais pour ratifier un accord de paix censé mettre fin aux violences dans l'est de la RD Congo, ravagée par 3 décennies de conflits armés. Assetou Bouhari. Le président du Rwanda et de la République démocratique du Congo RDC sont reçus jeudi par Donald Trump à Washington pour signer un accord de paix sur fond de divergences persistantes entre Kigali et Kinshasa. L'accord de paix conclu par les 2 pays africains fin juillet à Washington, qui n'a pas permis de faire taire les armes, vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l'est de la RDC, région frontalière riche en ressources naturelles et théâtre de conflits armés depuis 3 décennies. Les violences se sont intensifiées depuis janvier avec la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Pour la RDC, cette signature est accompagnée de promesses sur le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des milices comme les FDLR, ce que le pays considère comme des lignes rouges pour la souveraineté congolaise. Pour le Rwanda, l'accord implique également la levée de certaines mesures défensives. Cela devrait se faire en échange d'un engagement de Kinshasa contre les groupes armés.
Pour Kigali, c'est l'un des principaux griefs historiques portés contre le gouvernement congolais. L'accord initialement paraphé le 27 juin par les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais deviendra juridiquement contraignant après la signature présidentielle. Lutte contre le VIH-Sida, les progrès menacés, c'est la une de Journal du Mali. En effet, le recul du financement extérieur fait peser une menace immédiate sur les traitements. Les autorités veulent en faire une opportunité pour bâtir une riposte souveraine. Dans ce numéro 554, vous retrouverez d'autres articles sur les violences accrues malgré la lutte contre le terrorisme, l'accord de relance de Loulo-Goungoto et sur le festival de Sibi. Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Bonsoir à tous et à demain.